Moi, Ghislain, ma valeur comme personne provenait de ce que les autres me retournaient comme reconnaissance dans ma capacité à être quelqu'un, qui livre, de performant, qui prend des missions. Dans la crise, c'est une toute autre bête. Dans la crise, on est devant de la vulnérabilité, de la fragilité, on est d'humain à humain. Souvent, dans le coaching, il y a une certaine distance de l'enjeu et de la personne pour rester dans la posture de coach. À la base, c'est un enjeu de fond, d'humain. Donc, moi, dans ma pratique, je pars de la personne et non pas d'un objectif ou d'une compétence à développer. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Courageusement Humain. Aujourd'hui, épisode numéro 55, dans un décor qui est flambant neuf. On fait des tests pour la première fois et j'avais envie de faire ces tests-là avec une personne pour laquelle j'ai vraiment beaucoup de respect et que je suis en cachette sur les réseaux sociaux parce que c'est une femme qui a des intérêts qui sont, je vais dire ça comme ça, mais parfaitement alignés avec ce qui me fait vibrer. Alors, sans plus tarder, je vous présente Pascale Dufresne. Bonjour Pascale, bienvenue sur le podcast Courageusement Humain. Merci, Ghislain, merci pour l'invitation. Et déjà, juste le nom, hein, Courageusement Humain, c'est une phrase qui résonne énormément pour moi. Alors, déjà, on est connectés par ça. Ah oui, tout à fait. Pascale, en fouinant un petit peu, puis c'est une amie, Annie Desgagnés, qui s'implique dans Courageusement Humain avec moi, qui est impliquée aussi sur notre soirée le lundi soir, notre thématique autour de l'art du dialogue. C'est Annie, à un moment donné, qui m'a dit, Ghislain, il faut que tu parles avec Pascal, et vous avez des atomes crochus. Alors, on a eu quelques échanges. Je me suis procuré ton livre dont on va parler tantôt. Et rapidement, et dans nos échanges, et sur ton site, je me suis dit, mais c'est sûr, cette femme-là, c'est une tripeuse de développement, d'individus, d'équipes et d'organisations. Est-ce que je me trompe, Pascal, quand je te présente comme ça? Je suis une tripeuse. Je suis une tripeuse de l'humain d'abord, hein. Oui. J'aime explorer l'humain, j'aime l'humain et je suis une tripeuse de leadership, d'organisation pour toutes sortes de raisons. Là, j'imagine qu'on va parler de ça ensemble. Mais oui, oui, je suis passionnée au service d'une mission qui est vraiment, qui est profonde pour moi, là. Mm-hmm. Ben justement, tu m'ouvres la porte. Je pars d'une prémisse, et bon, ça m'arrive de me tromper, mais j'aime ça risquer. J'ai l'impression que une femme comme toi n'aboutit pas dans le développement personnel qui touche autant les individus, les leaders, les équipes, les organisations. J'ose croire que c'est pas par accident, qu'il s'est passé quelque chose dans ton parcours qui fait que tu t'es dit « Ah ouais, c'est là qui est mon X, c'est là que je suis appelé. » Si tu nous en parlais. Ben oui, puis écoute, c'est une très, très longue histoire parce que je dois vous ramener 51 ans en arrière, année de ma naissance, mais je vais essayer de faire l'histoire courte. Tu sais, pour moi, Ghislain, la vie, c'est un voyage et on a tous des voyages différents. Le mien, c'est que, bon, j'ai été adoptée quand j'étais toute petite, là, j'avais 1 an dans une famille québécoise dans la ville de Québec. Et ma mère biologique que je connais maintenant est une Québécoise. Et mon papa, que je n'ai jamais connu, c'était apparemment un Africain-Américain. En tout cas, on n'en savait pas plus que ça, à part qu'il avait la peau noire. Donc, moi, toute petite, c'est sûr que j'ai grandi dans une famille blanche à Québec, dans les années, fin des années 60. Tu sais, je pense que tu viens de Québec, toi aussi. Il n'y avait pas tant de minorités visibles dans ce temps-là. Donc, déjà, pour moi, de faire partie d'une famille qui était différente de moi, à la quête de mon identité de petite fille. J'étais aussi quelqu'un de doué comme petite fille. Donc, j'ai longtemps tenté de me fondre dans une famille, dans une classe, avec des amis, essayer d'être comme les autres, pas trop détonner, faire partie de la gang, si on veut.
Et j'étais dans une école religieuse. J'allais aux Ursulines à Québec avec les religieuses. Et mes parents étaient aussi des gens très religieux. Mon père était un intellectuel, mon père adoptif. Et pour lui, tout ce qui était l'éducation, l'aspect scolaire, c'était important. Puis moi, je suis une petite fille qui réussissait bien. Donc, pour me prouver aux yeux de mon papa et gagner son amour, parce que ce n'était pas un lien de sang, hein, ben, pour moi, c'était à travers l'aspect académique. Donc, tu sais, Mhm. j'ai eu l'éducation, je te dirais, il n'y avait pas beaucoup d'effusion d'émotions. Tu sais, ce n'était pas une famille où les émotions avaient de la place, mais l'aspect intellectuel était très valorisé. Et moi, j'avais ça pour me valoriser. Et c'est ce que j'ai mis de l'avant pour aller chercher la sécurité, l'amour de mes parents. Alors ça, c'est mes empreintes, c'est mes histoires, mon histoire à moi, qui est à la source de quelle stratégie j'ai mis en place, moi, Pascal, pour me faire Mhm. aimer, hein, être bon et donc avoir de l'intérêt, avoir de la valeur, avoir de l'amour, être vu, être performant, être au-dessus de ses affaires. Fait que ça a été mes stratégies de petite fille. Et bon, il y a aussi le fait que quand on tente de se fondre dans la masse, ben, à un moment donné, on se perd. Hein? Moi, Mhm. j'ai longtemps été une espèce de caméléon. Je pouvais me fondre un petit peu partout, mais ça a ses cadeaux. Hein? On développe certaines ressources, mais en même temps, il y a certaines de nos ressources qu'on met de côté là-dedans. Tu sais, j'ai mis de côté beaucoup ma capacité à m'occuper de moi, à m'affirmer dans mes besoins. C'est tout mon pouvoir d'affirmation, ma capacité à me porter, à m'aimer. Tu sais, l'amour de moi a longtemps été mon chemin de développement et l'est encore. Alors, ça, tu vois, c'est mon voyage de vie qui m'a emmené très, très jeune à me poser certaines grandes questions existentielles. Tu sais, je me demandais pourquoi les gens ne sont pas plus gentils, ouverts, pourquoi il n'y a pas plus d'acceptation, parce que moi, je vivais à la différence en tant que petite fille métisse. Pourquoi il n'y a pas plus d'acceptation? Pourquoi il n'y a pas plus de nuances? Et toute petite, je voulais être sœur missionnaire. C'était ça mon objectif de carrière. Je voulais être sœur missionnaire. Après ça, je voulais être médecin sans frontières. Et dans ce temps-là, puis c'est encore un peu comme ça aujourd'hui, mais dans ce temps-là, on nous disait, tu ne dois pas gaspiller tes talents, hein? Mets tes talents au Mhm. service de quelque chose, d'une vraie job. Puis ben, à l'adolescence, j'étais dans les cadets de l'air, puis j'avais beaucoup d'amis qui s'en allaient au collège militaire, puis tu sais, c'était une école quand même reconnue, fait que ça me permettait, moi, de quitter le domicile familial, d'aller dans une bonne école. Donc, je me suis inscrite, écoute, on est loin d'être religieuse missionnaire, là, en génie aéronautique, tu sais. Donc, je me suis ramassée au collège militaire en génie aéronautique. Ça a été mes premiers apprentissages de la gestion. Tu sais, c'était un autre Mhm. genre de gestion. Ensuite, je suis allée au HEC. Fait qu'encore une fois, j'étais pas encore, je pense, tout à fait certaine de mon chemin, mais je savais que la gestion m'intéressait. Et quand je suis sortie du HEC, ben, en fait, pendant mon cours, moi, j'ai fait mon cours au HEC de soir parce qu'il fallait que je paye mes dépenses. Je travaillais le jour à temps plein aussi. Et j'ai commencé à travailler dans le domaine des organisations. Et là, j'ai eu des grandes périodes de crise. Tu sais, j'ai deux crises majeures. À un moment donné, justement, toutes ces questions que j'avais quand j'étais petite fille sont revenues. Pourquoi dans le monde des organisations, il n'y a pas plus de nuances? Pourquoi il n'y a pas plus d'amour, d'empathie? Tu sais, il y avait une partie de moi qui réussissait très bien parce que j'étais capable d'être dans un moule organisationnel et corporatif, mais une autre partie de moi qui souffrait, tu sais. Alors, à être plus à l'écoute de cette partie de moi-là qui n'était pas bien, bien, c'est à travers ça que j'ai pu trouver ma mission, mais après plusieurs années. Donc, j'ai eu une première grande crise à l'âge de la trentaine où j'ai décidé de partir faire de la coopération volontaire. Je me suis dit, je vais aller sauver le monde, ça va sûrement me rendre plus heureuse. Ça doit être ça la clé. Fait que l'instinct missionnaire, il était là depuis longtemps. Donc, je me suis retrouvée au Mali, en Afrique de l'Ouest. Et il faut que je te dise, Ghislain, écoute, j'ai fait un test d'ADN il y a quelques semaines. J'ai eu mes résultats. Juste pour te dire, donc, je suis à 50% d'origine caucasienne, mais je suis à 50%, ce que j'ai appris par le test, d'origine d'Afrique de l'Ouest, principalement du Mali.
Fait que, tu sais, c'est complètement fou, là. J'étais Oui. là il y a 20 ans. Écoute, c'est quelque chose. Moi, ça m'a... Wow, tu sais, les rendez-vous de la vie, là. Ouais. Donc, quand je suis revenue de ça, j'ai bien compris que les réponses n'existaient pas à l'extérieur de moi. Tu sais, que sauver le monde, ça allait pas, moi, me faire sentir mieux dans ma vie. Alors là, ben, tu sais, j'ai eu des enfants, j'ai repris ma carrière dans le corpo. Puis c'est il y a 11 ans, là, aux alentours de la quarantaine, que j'ai eu une seconde grande remise en question à propos du monde corporatif. Et là, j'ai décidé de faire vraiment un arrêt sur image. Donc là, j'ai tout arrêté. J'ai tout arrêté. J'étais consultante dans les organisations en gestion. J'ai tout mis ça de côté. J'ai entrepris une quête spirituelle, une quête de sens. C'est là que j'ai écrit mon premier livre. Et j'essaie de rester sur l'intention de l'histoire courte, là, fait que j'arrive à la fin de l'histoire. Mais c'est là qu'à un moment donné, j'ai eu une espèce de vision, Ghislain. Je pensais pas me retourner dans le monde corporatif. Pour Mhm. moi, c'était fini. Tu sais, pour moi, ma mission était ailleurs. Puis à un moment donné, j'étais assise dans un atelier que j'animais pour des femmes qui étaient en période de changement. Puis j'ai une espèce de vision de moi dans le corporatif, assis de la même façon, c'est comme en rond, mais avec des gens d'affaires. Et là, ça a été clair pour moi. Je me suis dit, ben, Pascal, est là ta place. Il Mhm. faut que tu retournes dans le corpo. Tu as un message. Et c'est là que, en fait, ça s'est opéré. Et 3 jours plus tard, le téléphone sonnait. On m'offrait un mandat dans le corporatif pour du développement de leadership humaniste. Fait que ça, c'était il y a 11 ans. Puis depuis ce temps-là, bien évidemment, mon offre a évolué, mais c'était clair que pour moi, je devais contribuer dans le monde corporatif à partir de qui je suis, à partir de mon propre voyage Mhm. à moi. Je réalise à t'écouter qu'on a encore plus de points communs. Je suis un Montréalais d'origine, mais je suis un Québécois d'adoption, donc de la ville de Québec d'adoption. Euh, Mon adolescence, je l'ai passée dans les cadets de l'armée, par contre. Et j'ai fait de la régulière au début de ma vie pour être en mesure de quitter l'espace familial puis m'élancer vers l'inconnu parce qu'à ce moment-là, j'étais dans la confusion totale et je ne savais pas vers quoi me diriger. Alors, je trouve ça vraiment intéressant de voir comment tu déploies tes choses. Donc, tu aboutis dans le monde de l'accompagnement et il y a quelque chose que j'ai lu sur ton site qui m'a beaucoup interpellé. C'est comment tu te présentes au niveau de la posture que tu adoptes quand tu accompagnes ces leaders-là. J'aimerais ça que tu nous en parles parce que, à moins que je sois le seul, mais pour moi, c'était rempli de sens, la posture que tu choisissais de prendre dans l'accompagnement des leaders d'aujourd'hui. Moi, j'aime ça ta question parce que c'est vrai qu'il y a toutes sortes de types d'accompagnement, hein. Puis, Mhm. bon, moi, j'ai fait un cours en coaching de gestion. J'ai fait du conseil pendant plus que 20 ans. Quand je suis devenue coach, j'avais très peur de tomber dans mes vieux réflexes de conseillère parce que ça a été mon métier pendant tellement longtemps. Après ça, j'ai découvert vraiment des gens extraordinaires qui faisaient de l'accompagnement, qui faisaient du développement de la personne, avec qui j'ai pu apprendre, expérimenter une posture, je te dirais, qui est davantage euh, près de tout ce que je suis comme personne, qui n'est pas seulement une posture de tête, qui est une posture vraiment de pleine présence et de Mhm. plein don de soi et à travers qui se joue dans le lien qu'on est capable de créer avec l'individu. Euh, donc, pour moi, le coaching, c'est des outils. Tu sais, c'est des outils que j'ai pour moi là, dans mon sac à dos, dans ma besace. J'en ai d'autres. Tu sais, je suis aussi formée en communication non violente, toi aussi, je pense, Ouais. en processus comme en leadership circle. Bon, tout ça, c'est dans mon sac à dos. Mais quand je me présente devant le client, moi, je suis au service de ce client-là. Et pour être capable d'ouvrir l'espace de vulnérabilité, ouvrir l'espace d'échange, ben, je me présente comme femme, comme humaine, comme leader, comme mère, tout ça à la fois.
Et donc, souvent dans le coaching, il y a une certaine distance de l'enjeu et de la personne pour rester dans la posture de coach. Fait qu'au début, dans mon rôle de coach, j'étais beaucoup là-dedans. Mais maintenant, vraiment, c'est vraiment dans l'intimité du lien, dans la croyance que l'individu a tout en lui, hein, pour être capable de résoudre. Et la posture aussi, c'est une posture de curiosité, évidemment, de bienveillance envers l'individu. Et pourquoi curiosité? Parce que au lieu de partir pour moi d'un objectif à atteindre ou d'une compétence à développer, je pars de la personne. Donc, la personne, si on revisitait son histoire avec une autre paire de lunettes, on verrait quoi? On verrait quoi dans ce qu'il a appris pour être capable de vivre, s'adapter à son environnement? Et donc, c'est quoi son enjeu de fond? Son enjeu de fond, ben, c'est un enjeu de fond d'humain et de leader, mais à la base, c'est un enjeu de fond d'humain. Donc, moi, dans ma pratique, je pars de la personne et non pas d'un objectif ou d'une compétence à développer. Fait que c'est ça un peu, je pense, ce que j'ai fait dans mon évolution de posture. Alors, on aborde vraiment l'humain à partir de ce qui se joue pour lui. Évidemment, ben, ce qui se joue pour lui dans son monde personnel, ça se transporte dans son monde professionnel. Oui, tout à fait. Tout à fait. La question qui émerge pour moi, Pascal, c'est comment c'est reçu dans le monde corporatif d'aujourd'hui, auprès des leaders, où je pense que comme société, on est encore un peu trop cadré sur les résultats, sur l'autorité, sur une certaine forme de domination, sans vouloir souffler le mot inutilement. Comment on en arrive à se faire une place dans le monde corpo en leur disant OK, c'est beau, là, je suis qualifié comme coach, comme j'ai une expérience de gestionnaire, j'ai un bagage académique qui me permet de t'accompagner, toi gestionnaire, toi leader, mais je m'amène plus comme étant une femme au complet, c'est-à-dire moi, Pascal, quelqu'un qui vient d'un autre monde, qui vient d'une autre ethnie, qui est une maman aussi, qui a un passé, qui a des moments très forts et et qui a des moments où elle est tombée en morceaux, où elle s'est écrasée dans le flou. Alors, comment s'est accueilli ça? Et c'est quoi les plus gros gains que ça apporte dans l'accompagnement? Bien, je te dirais que, tu sais, Justin, il y a 11 ans, là, moi, quand j'ai commencé là-dedans, là, tu sais, parler de, bon, maintenant, on parle de leadership authentique, humaniste, servant, conscient, limite. Mais il y a 11 ans, là, parler de conscience, d'amour, d'humilité, de vulnérabilité, de sensibilité, on parlait de ça du bout des lèvres. Tu sais, il fallait être marginal là, pour Absolument. travailler le leadership avec ces approches-là. Je confirme. Et là, si tu remarques, ben oui, écoute, il fallait être un peu flyé, tu sais. Fait que là, sur les réseaux sociaux en ce moment, ce que je remarque, c'est que les gens célèbrent quand on parle de ces thèmes-là. Maintenant, sur LinkedIn, on parle de vulnérabilité, on parle d'humilité, hein? On parle d'authenticité. Fait que là, moi, je fais comme, wow! Il y a quelque chose définitivement qui a changé. Et la COVID nous a apporté un cadeau aussi. Parce que ce qu'on a vu à travers la crise, c'est que les leaders qui n'avaient pas adapté ou mis à jour leur façon de leader, hein, parce qu'un leader peut être très efficace, il peut être très bien capable de gérer l'urgence, mais l'urgence, souvent, ce qui va donner au leader son efficacité, c'est sa capacité à analyser, à structurer, à planifier, c'est sa capacité d'action. Dans la crise, c'est une toute autre bête. Dans la crise, on est devant de la vulnérabilité, de la fragilité, on est d'humain à humain. Alors, les leaders qui se sont démarqués pendant la crise, ce sont eux qui ont été capables de mettre de l'avant ces qualités humaines dont on parle depuis tant d'années, puis on essaie de montrer que ça a un avantage d'avoir un leadership plus humain. Mais là, on l'a vu à l'œuvre, on l'a même vu, tu sais, chez nos leaders politiques, les gens parlaient de ça, tu sais, plus d'authenticité, plus d'unité. Bon. Alors, il y a définitivement quelque chose qui a changé.
Alors, moi, personnellement, à un moment donné, j'ai décidé de m'aligner sur mon sens. J'ai arrêté d'avoir des actions basées sur la peur de ne pas avoir de mandat, la peur d'avoir l'air flyé, la peur de... Mhm. Bon. Je me suis alignée sur mon sens, sur ma mission. J'ai à peu près pas changé mon message dans les 11 dernières années. Tu sais, mon message de fond est resté le même. Mais il y a eu plus d'ouverture. Maintenant, il y a plus de clients aussi touchés. Tu sais, quand un client te dit, écoute, je suis allé voir quelqu'un, j'ai travaillé avec cette personne-là, ça a complètement changé ma vie. J'ai participé à un programme de leadership. Ça ne m'a pas juste amélioré comme leader. Là. Tu sais, nos participants ils nous disent, ça a changé ma vie. J'aimerais que ma femme fasse ça, que mon conjoint fasse ça, que mes enfants fassent ça. Alors, ben, les gens s'en parlent. Ils ne sont pas capables tout le temps d'expliquer la posture, là, comme on vient de parler, mais ils constatent l'effet et l'impact sur eux. Donc, moi, souvent, je n'ai pas à nécessairement expliquer ma posture. Tu sais, c'est les clients viennent vers moi parce que, puis à un moment donné, c'est ce que j'ai remarqué, tu sais, ils viennent vers moi parce qu'ils veulent Pascal, tu sais, ils ne me demandent pas es-tu Mhm. certifié là-dedans, là-dedans, montre-moi ton CV, tu sais, écoute, ça ne m'arrive pas, ils veulent Pascal. Alors, pour moi, ça s'est fait, je te dirais, de façon plutôt fluide, mais bon, il faut que je me reconnaisse aussi ma persévérance là-dedans parce que c'était quand même tout qu'un chemin là, dans les 11 dernières années où j'ai offert en fait à partir de ce que j'avais à m'offrir à moi-même. Je pense que les messages qu'on Mhm. offre, un peu comme toi, là, Ghislain, j'assume que c'est un peu ça. Tu sais, on fait du travail sur soi, on digère, on intègre, puis après ça, ben moi, est-ce que ça marche comme ça? Tu sais, je ne peux pas offrir ou partager quelque chose que je n'ai pas moi-même vécu puis Mhm. intégré. Fait qu'au fur et à mesure que j'avance dans mon propre développement, ben, j'en ai plus à offrir. Tu sais. Mhm. Qu'est-ce qui a été Parce que dans ton livre, puis je vais arriver vers ça dans quelques instants. Dans ton livre, ben tiens, je vais le montrer tout de suite. Euh, Oser être vrai dans un monde faux. Euh, J'avoue humblement que je suis à peu près 50 pages de la fin. J'aurais aimé l'avoir lu au complet avant de te parler. Euh, mais je voulais pas juste le lire pour le lire, je voulais pouvoir m'en imprégner. Vraiment très intéressant. Qu'est-ce que tu as eu à découvrir chez toi? Parce que tu utilises cette terminologie-là, le DE accent aigu, tiret, couvrir. Donc, en assumant que avec nos stratégies de jeunesse, on s'est recouvert, on s'est couvert d'une foule de choses. Euh, Tu nous en as parlé un petit peu en entrée, mais comme leader, qu'est-ce que tu as eu à découvrir, Pascal, pour en arriver à assumer pleinement la leader qui est vulnérable, qui est authentique, qui a un besoin d'amour, qui a envie d'en donner, qui a un besoin de tendresse, d'accueil du rythme, etc. Je veux dire, on est à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de discuter en termes de leadership, et tant mieux, ça s'en va dans cette direction-là. Mais toi, comme femme, qu'est-ce que tu as eu à découvrir? Moi, Ghislain, ma valeur comme personne provenait de ce que les autres me retournaient comme reconnaissance dans ma capacité à être quelqu'un, tu sais, qui livre, de performant, qui prend des missions. Et donc, pour moi, euh, d'être tu sais, la leader sauveuse de la situation, là. Pascal, on a besoin de toi, puis vraiment, là, tu es la personne pour ça. Écoute, moi, je suis là, là. Il n'y a pas de mission à Mhm. laquelle je pouvais dire non. Mhm. Il n'y a pas de mission qui me faisait peur. C'est un peu le sentiment de la toute-puissance, là. Mais tu sais, qui est tout-puissant? Tu sais, mais tu sais, je peux tout faire, je peux attaquer tout. Euh, je suis quelqu'un qui est capable d'en prendre. Quand on me disait, mon Dieu, que tu es capable d'en prendre, ben, ouais, j'étais fière. C'est parce que c'est ça qui me nourrissait. Ça nourrissait tout mon sentiment d'avoir de la valeur aux yeux des Mhm. autres. Mais à un moment donné, ça, c'est pas durable. Parce que je suis arrivée à un point dans ma vie où ça devient lourd. Tu sais, le sac à dos, là, il devient lourd à porter, là, toutes ces missions, puis toutes ces peurs aussi. Ben là, si je dis non à ça, qu'est-ce qu'on va penser de moi? On va penser que je suis pas à la hauteur, que je suis pas assez compétente, que je suis pas assez bonne. On va penser que je suis pas assez serviable, parce que ça aussi, ça en était une chose dont j'ai eu à découvrir.
être une bonne personne. Être une bonne personne, pour moi, c'était quelqu'un qui disait oui, puis qui aidait, puis qui était au service d'eux. Fait que si je refuse, si j'accepte, si je ne vais pas sauver la situation, je ne suis pas une bonne personne. Donc ça a été des choses dont il a fallu que je me départisse. C'est comme d'accepter. En fait, moi, le chemin, là, Ghislain, ça a été le chemin d'amour de moi. Mm. C'était ça, mon chemin. D'accepter que je pouvais faire moins, être plus, puis être aimée quand même. Puis quand j'ai commencé à expérimenter ça, j'ai comme pris conscience que, OK, attends une minute, je peux prendre une journée de congé, là, puis me reposer, puis je peux dire non à tel truc, ou proposer autre chose, ou, tu sais, offrir du soutien autrement, puis, hey, on m'aime quand même. Tu sais, c'est Mhm. petit à petit, par des petits pas. Mais d'abord, moi, j'avais à m'aimer assez pour être capable de m'offrir ça, parce que ce rythme-là n'est pas durable. Tu sais, on peut aller loin là, dans nos stratégies pour être performant, puis efficace, puis compétitionner, puis être vu, puis... mais à notre propre détriment. Donc, ça s'est retourné contre moi à un moment donné. Donc, j'ai été mis face à cela, à me dire, est-ce que tu t'aimes assez pour être capable de ralentir le rythme et faire moins? Ça a été ça mon défi, fait que de me découvrir de ces parts-là, de ne pas être aimée, de ne pas être vue comme ci, comme ça. Fait que j'étais beaucoup dans l'obligation, dans la responsabilité, Mhm. beaucoup dans mes rôles. Tu sais, c'est beaucoup, ça part de nos rôles, ça, tu sais. Donc, une bonne mère, ça fait ça. Exact. Donc, je vais m'obliger à faire ça, mais tu sais, faire les choses par obligation, c'est rarement nourrissant, ça goûte pas Mhm. bon, tu sais. Donc, puis une bonne leader, une bonne boss, ça fait ça, puis une bonne sœur, ça fait ça, puis une bonne conjointe, ça fait ça. Fait que là, à un moment donné, le vase est plein de toutes ces obligations. Fait que ça, c'est le mode réactif là, dont je parle dans le livre. Bien, c'est ça. C'est Mhm. tout de répondre à ce qui nous provient de l'extérieur de nous, tu sais, de notre environnement. Puis c'est pas mauvais, hein, c'est humain. Tu sais, des fois, il faut arrêter aussi de se culpabiliser avec ça parce qu'on a grandi là-dedans. Mhm. Tout à fait. C'est ça qu'on a appris. À un moment donné, il faut se dire, regarde, OK, faut être un petit peu bienveillant avec nous-mêmes, puis se dire, ben, c'est ce qu'on a appris comme enfant, à regarder notre environnement en tirant un certain sens, puis à y répondre pour être en sécurité, Mhm. pour avoir de l'amour. Fait que c'est notre voyage d'humain, fait que c'est pas mal. C'est qu'à un moment donné, soit qu'il y a un événement de la vie qui va nous faire prendre conscience que, oups, OK, c'est peut-être une stratégie qui ne m'est pas positive pour moi ou un désir de se développer. Mais on dit que l'humain apprend soit par la sagesse ou soit par la souffrance. C'est comme un des deux. Fait que souvent, c'est la vie qui nous emmène une occasion de nous développer. Mais... Ouais. Donc, ce que j'entends, et là, c'est le CNViste en moi qui prend le lead, mais j'ai l'impression d'entendre que je suis passé d'une certaine forme d'addiction au regard de l'autre et en cheminant à travers le temps, à travers mon voyage, qui est une thématique que tu utilises à l'intérieur du livre, tu en es arrivé, Pascal, à te regarder à travers tes propres yeux. Et on n'est pas en train d'assumer que tu fais ça 100% du temps, 24/7, mais que de plus en plus, tu maîtrises cette capacité de te regarder à travers tes propres yeux. Je ne sais pas si ma question a du sens, mais j'ai envie de te demander, puis je deviens ému en te posant cette question-là, donc j'imagine que je suis dans la bonne track, comme on dit en mauvais québécois. Euh, quand tu as appris à te regarder à travers tes propres yeux, qu'est-ce que tu as découvert de si beau? Hmm. Ben, j'ai découvert d'abord, euh, avant d'arriver à ce que j'ai découvert de beau, j'ai découvert les blessures. Tu sais, j'ai Hmm. regardé les blessures. Euh, pour une enfant adoptée, la blessure pour moi, c'était si ma mère ne m'a pas aimée assez pour me garder, qui va m'aimer? Ça, c'est la question pour moi. Là, quand j'ai commencé à regarder à l'intérieur, c'est la question qui était là. Qui va m'aimer?
faut que j'en fasse des affaires pour être aimée. Si même ma mère ne m'a pas aimée assez pour me garder. Ça, c'est la première chose que j'ai vue quand j'ai commencé à regarder à l'intérieur. Et là, ben, là, ça a été pour moi, wow, c'est ça que je porte depuis que je suis toute petite. Et là, j'ai commencé à voir du beau. Parce que j'ai commencé à voir que la petite fille que j'étais avait trouvé une façon de vivre avec cette question fondamentale-là, puis à faire sa place, puis à avancer. Puis... Fait que j'ai eu beaucoup d'admiration pour cette petite fille-là qui a réussi, tu sais, à faire sa vie de petite fille, d'adolescente et d'adulte. Et là, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à aimer mon histoire parce qu'elle avait fait de moi la personne que j'étais et j'ai développé beaucoup de ressources là-dedans. Tu sais, oui, tu sais, il y a une stratégie de me conformer puis de jouer au caméléon, mais en même temps, la ressource là-dedans, c'est d'être quelqu'un d'adaptable, tu sais, qui est capable de créer des liens. Donc là, j'ai commencé à voir le beau. Puis c'est une belle question que tu m'offres là, je sais, parce que c'est la première fois que je le formule comme ça, en fait. Fait que ça m'emmène à une belle place. C'est vraiment la première fois que je le vois de cette façon-là. Mais donc, ouais, ça m'a amené à aimer cette histoire-là et toutes les ressources qu'elle m'avait permis de développer, en fait. Puis dans ces ressources-là, ben, c'est sûr que j'ai une grande sensibilité, tu sais, pour l'humain que j'avais appris à mettre de côté. Il a fallu que je rallume la switch émotive, si on veut, à un moment donné. Tu sais, quand j'ai commencé à faire de la CNV, pour moi, ça a complètement changé ma vie, là, d'ailleurs. Mais la switch émotive était pas mal à off. Ça avait fait partie de mes stratégies pour être capable de passer à travers ce que j'avais passé à travers. Puis à un moment donné, quand j'ai ouvert la switch, là, j'ai fait comme, oh my God, OK, c'est ça, le ressentir des émotions. Tu sais, là, c'était intense. Et là, ben, tu sais, dans toute mon hypersensibilité, je ressentais tout, là, tu sais, ce que les gens sentaient. Ce que, écoute, là, c'était... Il a fallu que j'apprenne à vivre avec cette sensibilité-là, pour moi et aussi en relation avec les autres. Mais là, aujourd'hui, tu sais, c'est beau, puis c'est ce qui me permet aussi de faire mon métier, puis d'être dans des relations plus vraies, tu sais. Fait que, je pense qu'au final, ce que je dirais, c'est que pour moi, il y a toujours comme une période de chaos et après ça, une renaissance, tu sais. Fait que chaos, renaissance, comme tout ce qui meurt doit renaître. Puis c'est comme si maintenant, le chaos, tu sais, ben, ça me fait pas peur. Tu sais, le chaos est là, il y a un inconfort. Je vais rester un petit peu le nez dedans parce que il y a sûrement quelque chose à tirer là-dedans. Puis je le sais que oui, il va y avoir quelque chose qui va renaître. Tu sais, c'est souvent ça notre chemin. Il y a des traversées. Tu sais, tantôt, tu parlais de passage, tu sais, de passer, mais pour moi, c'est ça, c'est des passages. Là, donc, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est qu'au début, quand je reviens dans mon parcours, tu sais, les chaos dont tu parlais, j'avais l'impression que c'était ma vie qui était un chaos. Donc, j'étais submergé par le chaos. Je ne voyais que le chaos. C'est comme si dans mon corps, la seule affaire que je pouvais ressentir, c'était ça. Et avec les écueils, avec le voyage, avec les transformations, les petits moments d'ombre, les petits moments de lumière, etc., j'en suis arrivé à comprendre que quand ces moments-là arrivent, d'abord, il y a un cadeau derrière. Ça, c'est une certitude profonde que j'ai maintenant. Et la deuxième certitude profonde, c'est que ça, ce n'est pas la totalité de mon expérience. Et qu'il y a autre chose actuellement qui se vit. Et je ne sais pas pour toi, Pascal, mais pour moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à vivre des paradoxes. C'est-à-dire à ressentir une peine et en même temps une joie. Puis là, mais je me disais au début, mais mon Dieu, comment c'est possible? Comment ces deux patentes-là arrivent à cohabiter dans un si petit corps?
pour en arriver à comprendre que ben, j'ai un paquet de petites parties de moi qui s'expriment et que quand j'étais en mode performance, déconnecté, comme tu mentionnais tantôt, mais j'avais aucune possibilité d'être en contact avec tout ça. Ben, c'est drôle parce que je t'écoute, puis c'est comme si on parlait de mon livre sans en parler, tu sais, parce que c'est ça le voyage à faire, tu sais, c'est ça le voyage à faire. Et c'est ça, c'est toutes ces dualités, hein, je vais bien ou je vais pas bien, c'est le chaos ou c'est la joie, ou en fait, mais l'expérience dans le moment, ben, il y a plein de choses qui peuvent cohabiter en même temps. Et moi aussi, ça a été une de mes éveils. Et dans le fond, c'est comme, OK, mais comment je peux accueillir ce qui est, tout ce qui est, tu sais, en ce moment même, je ressens un inconfort, mais en ce moment même, je suis stimulée par autre chose. Fait que pour moi, être capable de jongler avec ces dualités-là et réconcilier ces paradoxes, pour moi, ça fait partie de notre voie de développement pour Mhm. être capable d'atteindre ce niveau de conscience-là, qui est le niveau créatif, là, dont je parle dans le livre, mais ça fait partie de notre chemin de jongler avec ces dualités, de réconcilier les diverses parties de nous-mêmes qui nous emmènent dans ces dualités, parce que pour moi, dans une partie de moi, qui est celle dont je parlais, qui est très attachée à que les gens pensent que je suis quelqu'un qui est capable de prendre les situations en main, une bonne personne qui va être là pour contribuer. Bien, celle-là, elle peut vivre quelque chose, ou Mhm. de la fierté, elle peut vivre de la colère, de la déception. Bon. Mais pendant qu'elle a vit de la fierté, là, cette partie-là de moi, là, ben, il y en a peut-être une autre qui est complètement brimée et frustrée, là, celle qui a le goût d'avoir du fun, puis de se reposer, puis qui veut de la liberté, là, ben, elle est plutôt... Fait que moi, c'est ça qui s'est passé. C'est qu'il y Ouais. avait cette partie de moi-là, là, la partie, celle que je voulais bien montrer, la partie lumière, qui, elle, est heureuse, là, ça allait bien ses affaires, mais l'autre, là, c'est comme, je me sens pas libre. Je suis tout le temps pris dans des obligations. Je peux pas me reposer. Je m'autorise même pas d'avoir du plaisir. Fait que là, les deux se sont mis à se battre. Puis c'est ça la crise, dans Mhm. le fond. Là, on sent qu'on est dans le chaos. Mais tout ça, c'est des besoins qui ont besoin qu'on les considère, qu'on les honore. Alors, la seule option, c'est de dire, ben, au lieu de faire un ou, c'est de faire un et. Comment est-ce que je peux à la fois reconnaître, honorer mon besoin d'être d'être considéré, d'avoir de la valeur, et celui de me reposer, d'avoir du plaisir. Tu sais, comment Mhm. est-ce que je pourrais... C'est quoi les stratégies que je pourrais mettre en place pour ça? Et ça, ben, ça ouvre des possibles. En tout cas, moi, ça a ouvert un paquet de possibles. Absolument. Ouais. Euh, Pascal, juste avant qu'on mette tout ça en marche, on a échangé un petit peu et tu m'as dit, Ghislain, on s'apprête bientôt à mettre sur pied une communauté de leaders humanistes. Et je m'en voudrais de mettre un terme à notre conversation sans en avoir parlé. Et je fais juste nommer ça, je regarde tes yeux qui s'illuminent, ton sourire et tout ça. Donc, ce que je reçois, c'est à quel point c'est important pour toi, cette communauté-là, que ça te permette de servir et d'honorer le sens de tout ça. Si tu nous en parlais, qu'est-ce que c'est? Si les gens sont intéressés, ils vont où? Bref. Ben, écoute, je sens, moi, l'élan, hein, à plus de vrai, à plus de conscience, à plus d'humanité dans nos organisations. Il y a de plus en plus de leaders Mm. qui me suivent, qui nous suivent en lien avec ça. Fait que là, je me suis dit, ben, faut faire quelque chose avec ça. Tu sais, il y a un mouvement là, qui est là en ce moment. Fait que il faut rassembler ces leaders-là qui croient là-dedans, dans plus d'humanité, de conscience et d'authenticité, puis les mettre ensemble et leur donner un espace de partage, de dialogue, d'évolution. Alors, moi et Chantal, on a créé leaderhumaniste.com. C'est une communauté qui va démarrer au début janvier. Alors, il va y avoir des invités, il va y avoir des partages d'informations, de contenus, de vidéos, de gens qui nous inspirent. Et donc, tout ça pour plus d'humanité, de conscience dans nos organisations. Mm. Mm. Fait que si ça vous Génial. fait vibrer, là, si vous allez voir le site, puis
vous lisez ce en quoi on croit, puis vous croyez en la même chose, ben vous êtes à la bonne place. Vous êtes à la bonne adresse. J'ai envie de te demander comme dernière question, au-delà de la communauté des leaders humanistes, si les gens avaient envie d'entrer en contact avec toi, si les gens ont envie de te suivre, et les gens qui sont sur YouTube voient à l'écran actuellement, mais pour les autres, si on pouvait leur dire, ceux qui nous écoutent sur le podcast, comment on peut te rejoindre? Ben, il y a plusieurs façons. J'ai aussi une chaîne YouTube où je mets des vidéos de temps à autre, pascaldufresne.com, donc c'est mon site à moi, et leadershipinspire.ca, c'est là où il y a nos programmes de développement de leadership humaniste à mon associé, mentor et ami, Chantal et moi. Alors, Facebook, LinkedIn, on est partout. Et je tenais à te remercier aussi, Ghislain, pour cette invitation. Moi aussi, écoute, je te retourne, tu me voles les mots de la bouche, mais une grande qualité d'humain que tu es, avec qui j'ai eu la chance de connecter aujourd'hui, et d'une grande générosité aussi, d'offrir ces espaces-là de partage. Donc, grande générosité. Fait que merci énormément. Écoute, merci de le nommer. En tout cas, c'est comme ça que mon élan de service s'installe. Et puis, ça me permet, je vibre actuellement, je me sens bien. Alors, j'ai la certitude que je suis à la bonne place. Pour le reste, la vie me garde déjà beaucoup. Et merci pour toi, pour ta présence ce matin. Au plaisir de faire autre chose, de se recroiser ailleurs. Et sait-on jamais, peut-être de faire ça en live pour que je puisse te serrer dans mes bras et te faire un beau câlin. Merci beaucoup, Pascal. Merci. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui, mais on n'en a pas terminé avec Pascal Dufresne, qui nous revient dans le prochain épisode pour nous parler des 8 étapes qui mènent à une vie authentique. Alors, merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine. Ciao.